L'énigme de la forêt de Périgord. Cela faisait des années que j'avais pris l'habitude de parcourir les sentiers de la forêt de Périgord à vélo. J'avais grandi dans un petit village niché au cœur de cette région verdoyante, là où les arbres s'étendaient à perte de vue et où la civilisation semblait se perdre dans le lointain. Mon vélo était mon fidèle compagnon de route, et ensemble, nous explorions les chemins sinueux et les recoins les plus reculés de cette forêt dense. Un après-midi, poussé par un esprit d'aventure et les récits intrigants d'un ami, je décidai d'explorer un sentier dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais emprunté. Il m'avait parlé d'une série de pistes cyclables fascinantes cachées quelque part derrière un panneau de traversée de serre, bien au-delà de la route principale. Ce jour-là, j'étais résolu à les trouver. Je pédalai donc sur la route départementale 703, quittant le confort familier de mon village pour m'enfoncer plus profondément dans l'inconnu. Les premiers kilomètres furent tranquilles. La route serpentait à travers des paysages pastoraux, parsemés de fermes pittoresques et de champs de tournesol. Mais bientôt, les champs laissèrent place à une épaisse couverture forestière. Les arbres imposants se refermaient au-dessus de moi, formant un tunnel de verdure dense. J'avais déjà parcouru cette route auparavant, mais cette fois-ci, je continuais au-delà de mon point habituel de retour, déterminé à découvrir ces pistes mystérieuses. Je ne trouvais pas le panneau de traversée de serre que mon ami avait mentionné, mais un chemin de terre étroit qui s'enfonçait dans les bois attira mon attention. L'ouverture dans les arbres semblait m'inviter à entrer, et sans hésitation, je quittai la route principale pour m'aventurer dans la forêt. La descente abrupte du sentier me permit de prendre de la vitesse, et je m'enivrai de la sensation de liberté que procure la course à travers les sous-bois. Les sentiers étaient sinueux et complexes, formant un véritable labyrinthe naturel. Les arbres, hauts et silencieux, semblaient m'observer alors que je dévalais les pentes, montais les collines et serpentais à travers les vallées. Mais, au bout d'un moment, la soif commença à se faire sentir. Dans mon excitation, j'avais oublié d'emporter de l'eau. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues et inquiétantes sur le sol forestier. Je décidai qu'il était temps de faire demi-tour. C'est alors que je me rendis compte que je n'avais pas prêté attention à mon itinéraire. Le réseau de sentiers semblait sans fin et chaque croisement paraissait identique. J'essayais de retrouver mon chemin en écoutant les bruits de la route, mais la forêt, épaisse et insondable, absorbait tous les sons. Mon cœur commença à battre plus fort, et une légère panique s'installa. Soudain, je la vis. Une femme, d'un âge avancé, se tenait non loin de moi sur le sentier. Elle portait une longue robe noire, démodée et austère, et ses cheveux gris étaient attachés en un chignon strict. Elle me fixait avec une intensité troublante, ses yeux sombres semblant scruter mon âme. Je levai la main pour la saluer et lui demander de l'aide, mais elle resta immobile, ses lèvres formant un mince sourire. Un frisson glacé parcourut mon échine. « Excusez-moi, je crois que je suis perdu, » dis-je, tentant de garder une voix calme malgré la nervosité qui montait en moi. Elle répondit, sa voix basse et rauque comme un murmure sorti d'un cauchemar. « Vous ne devriez pas être ici. » Son ton avait une étrange mélodie, quelque chose de menaçant et de sinistre. J'insistai, espérant qu'elle me guiderait vers la route principale, mais elle se contenta de répéter « Partez maintenant », d'une manière presque sadique. Pris d'un sentiment d'urgence, je montai rapidement sur mon vélo et pédalai à toute vitesse. Cependant, l'image de cette femme, ses yeux perçants et ce sourire inquiétant, restait gravée dans mon esprit. Je continuai à pédaler, tentant de retrouver le chemin d'où j'étais venu. Mais la forêt, cette fois, semblait vivante, comme si elle se refermait sur moi. Chaque tournant me ramenait à un point de départ inconnu, et chaque sentier paraissait s'étendre à l'infini. C'est alors que je la vis à nouveau. La vieille femme, toujours avec ce même sourire inquiétant, se tenait sur un autre sentier, me fixant. Comment pouvait-elle être là? Je n'avais vu ni entendu de mouvement. La panique se transforma en terreur pure. J'essayais de rationaliser la situation, de me dire que ce n'était qu'une vieille dame, peut-être perdue elle aussi. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose était terriblement anormal. Je décidai de me cacher, espérant qu'elle s'éloignerait. Derrière un rocher imposant, je repris mon souffle, écoutant le silence oppressant de la forêt. Mais même là, je sentais son regard, invisible mais perçant. Le crépuscule avançait, teintant le ciel d'une lueur orange qui filtrait à peine à travers le feuillage dense. Les ombres s'allongeaient, et la forêt, autrefois accueillante, se transformait en un labyrinthe sinistre. La fatigue me gagnait, et je savais que je devais sortir de là avant que l'obscurité ne rende toute orientation impossible. Alors que je repartais, je l'entendis de nouveau.
Sa voix, douce et sifflante, appelait dans l'obscurité, « Viens ici ». Chaque mot était un murmure qui semblait se glisser dans mon esprit, comme si elle se trouvait tout près. La peur monta d'un cran quand elle se mit à rire, un rire aigu et dérangeant qui résonna dans les bois. C'était le rire de quelqu'un qui savait quelque chose que je ne savais pas, quelque chose de terrible. Paniqué, je jetai mon vélo au sol et courus. Les branches me griffaient, les racines menaçaient de me faire tomber, mais je continuais à courir, mon cœur battant à tout rompre. Finalement, au bout de ce qui sembla une éternité, je vis une lumière à travers les arbres. C'était la lueur chaude d'une maison. Avec un dernier élan de désespoir, je me précipitai vers la lumière, trébuchant sur les derniers mètres. Je tambourinai à la porte, le souffle court. Un homme d'un certain âge ouvrit, visiblement surpris de voir un jeune homme aussi paniqué sur son seuil. Je lui racontai rapidement ce qui s'était passé, mentionnant la vieille femme et ma peur d'être suivi. Ses yeux s'élargirent, et il m'invita à entrer, me servant un verre d'eau. Il me dit que plusieurs personnes avaient disparu récemment dans la région, ce qui me fit frissonner. La forêt, apparemment sans propriétaire, était un lieu de mystère et de danger. Quand je mentionnai mon vélo abandonné, il secoua la tête, me conseillant de ne pas y retourner. Je le remerciai pour son aide, mais une part de moi restait inquiète. Je n'avais pas de téléphone sur moi, et la seule chose que je pouvais faire était de rentrer chez moi et de raconter cette étrange histoire à mes parents. Le lendemain, je retournai avec mon père pour retrouver mon vélo, mais il n'y avait aucune trace de la vieille femme, ni de mon vélo d'ailleurs. Ce qui s'était passé ce soir-là restait un mystère, un cauchemar éveillé dont je ne pouvais m'échapper. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais osé m'aventurer seul dans ces bois. L'image de cette vieille femme et de son rire glaçant me hante encore, et je me demande souvent ce qui serait arrivé si je n'avais pas trouvé cette maison. Peut-être que je ne serais jamais sorti de ces bois, devenant à mon tour une autre âme perdue dans les profondeurs de la forêt de Périgord. Nous avons terminé le premier récit. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos impressions en commentaire. Le deuxième récit commence maintenant. Le piège du vélo gratuit. Dans les petites annonces en ligne, on trouve de tout, du plus banal au plus étrange. C'est ainsi qu'un après-midi pluvieux, je tombai sur une offre pour un vélo gratuit. Une aubaine, pensais-je, surtout que ma vieille bicyclette était bonne pour la casse. L'annonce, sobre et concise, proposait un vélo de marque Trek, presque neuf, en parfait état. Le propriétaire, un certain Jean, insistait sur le fait que le vélo était vraiment gratuit, mais que l'offre était limitée dans le temps, le premier arrivé serait le premier servi. Intrigué par l'idée d'obtenir un vélo de qualité gratuitement, je contactai Jean via la messagerie du site. Il répondit rapidement, confirmant que le vélo était toujours disponible et me demandant de me dépêcher si je voulais l'obtenir. Cependant, au lieu de me donner une adresse précise, il m'envoya des coordonnées GPS. Une première alerte, mais l'enthousiasme et la perspective d'un bon plan supplantèrent mes doutes. Après tout, le net regorge de gens soucieux de leur vie privée. Je décidai de suivre les coordonnées avec l'aide d'une application sur mon téléphone. Le trajet m'emmena hors de la ville, de plus en plus loin des zones peuplées, jusqu'à une route bordée de forêts épaisses. Le signal GPS devenait faible, et mon téléphone eut du mal à charger la carte. Quand je fus à 2 minutes des coordonnées, je me retrouvai sur une route secondaire, presque abandonnée. Là, les bois paraissaient se refermer comme des mâchoires, étouffant toute lumière. J'arrêtai ma voiture sur le bas-côté, hésitant à continuer. Le message de Jean me revint en tête, le vélo est dans une clairière, juste un peu plus loin dans les bois. Le doute s'installa. Pourquoi ne pas donner une adresse exacte? Pourquoi dans les bois? Ces questions tournaient dans mon esprit alors que je me préparais à entrer dans la forêt. Pour dissiper mes craintes, je lui envoyai un message, demandant des précisions sur le lieu de rendez-vous. La réponse fut immédiate, pas de souci, il suffit de suivre les coordonnées. Je suis déjà là. Armé d'une lampe de poche, je pénétrai dans les bois. Les arbres se pressaient tout autour de moi, leurs branches formant une voûte oppressante. Le silence était lourd, seulement interrompu par le craquement des feuilles mortes sous mes pas. Chaque craquement semblait amplifier le battement de mon cœur. Je parcourus plusieurs mètres, suivant les indications de mon téléphone, mais la clairière ne se manifestait toujours pas. L'idée que quelque chose clochait s'insinua lentement dans mon esprit. Peut-être était-ce un mauvais plan? Soudain, le signal de mon téléphone disparut complètement. Je tentai de joindre Jean, mais tombai directement sur la messagerie. C'était l'étincelle qui fit jaillir la panique. Mon instinct me criait de faire demi-tour,
et je n'hésitais pas une seconde. En me retournant, je crus voir une silhouette bouger dans l'ombre, mais cela devait être mon imagination. Je m'élançai dans la direction opposée, les branches griffant mes bras et mon visage. Le poids oppressant des bois semblait se resserrer autour de moi. De retour à ma voiture, un spectacle d'horreur m'attendait. Les 4 pneus étaient crevés, lacérés par ce qui semblait être une lame acérée. Mon cœur s'arrêta une fraction de seconde, puis recommença à battre à un rythme frénétique. Quelqu'un était là, caché quelque part, observant chacun de mes mouvements. Un choix s'imposait à moi, rester et risquer de tomber sur cet inconnu, ou fuir à pied, espérant trouver de l'aide. Mon instinct de survie prit le dessus. Je décidai de courir. Je fis demi-tour et m'enfonçai dans les bois, les pieds martelant le sol à toute allure. Derrière moi, le craquement de la portière de ma voiture retentit, suivi du claquement sec de la fermeture. Je me retournai brièvement et, dans la faible lumière de ma lampe, j'aperçus une silhouette s'éloigner de la voiture, disparaissant dans l'obscurité. Mon esprit s'affola. Qui était cette personne? Pourquoi m'avait-elle tendu un piège? La peur me propulsait en avant. Mon souffle était court, mes muscles en feu, mais je ne pouvais m'arrêter. Le monde semblait rétrécir à chaque pas, les arbres se resserrant comme les barreaux d'une cage. Ma seule pensée était de trouver une route principale, un endroit sûr. Le temps semblait se dilater, chaque minute s'étirant à l'infini. Les bois, d'ordinaire si paisibles, étaient devenus un labyrinthe de terreur. Finalement, après ce qui me sembla une éternité, j'atteignis une route. Je me lançai dessus, à bout de souffle, le cœur battant la chamade. Le soulagement fut de courte durée, car la nuit noire et l'isolement me rappelaient que je n'étais pas encore en sécurité. Je saisis mon téléphone et composai le numéro des urgences, expliquant ma situation de manière précipitée. Le policier à l'autre bout du fil tenta de me calmer, m'assurant qu'une patrouille serait envoyée immédiatement. Pendant l'attente, chaque bruit, chaque bruissement dans les bois semblait être un présage de danger imminent. Je ne savais pas qui était cet homme, ni pourquoi il avait tendu ce piège. Peut-être n'étais-je pas sa première victime. Le claquement des portières de voiture me tira de mes pensées, et les lumières bleues des policiers furent un véritable soulagement. Les agents prirent mon témoignage, scrutèrent la zone et inspectèrent ma voiture. Les pneus lacérés et les messages échangés avec Jean étaient des preuves accablantes, mais l'homme avait disparu sans laisser de traces. Les policiers restèrent avec moi jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse. Alors que ma voiture était remorquée, un sentiment de malaise persista. Cet homme connaissait mon identité, avait vu ma voiture, et peut-être même noté ma plaque d'immatriculation. Le sentiment de sécurité habituel que j'avais toujours ressenti dans ma petite ville avait été ébranlé. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir aux intentions de cet homme. Qu'aurait-il fait si j'étais resté près de la voiture? Pourquoi m'avait-il attiré dans ces bois? Ce soir-là, en fermant les yeux, je revis chaque détail de cette nuit terrifiante. Le bruissement des feuilles, le claquement des portières, la silhouette fuyante. Les jours suivants, je m'attendais toujours à voir apparaître Jean ou quelqu'un d'autre. Les messages menaçants que j'imaginais recevoir, les coups de téléphone inquiétants. Mais rien ne se passa. Peut-être était-ce simplement un fou, ou peut-être avait-il trouvé une autre victime plus docile. Le mystère restait entier, et je savais que cette histoire me hanterait encore longtemps. Depuis, je ne regarde plus les petites annonces de la même manière. Chaque offre alléchante, chaque promesse trop belle pour être vraie suscite en moi une méfiance instinctive. Peut-être, me dis-je parfois, cet homme n'était-il pas seul. Peut-être un réseau de prédateurs rôde-t-il encore sur Internet, attendant de piéger les imprudents. Mais une chose est sûre, je ne m'aventurerai plus jamais dans les bois pour une affaire apparemment irrésistible. Nous voilà arrivés à la fin du deuxième récit. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne et si vous avez mis un j'aime? Passons au troisième. L'intrus de la nuit. C'était une de ces nuits d'été où l'air est lourd et le ciel constellé d'étoiles. À 15 ans, l'adrénaline d'être dehors à une heure tardive était irrésistible pour moi et mes amis, Julien et Rémi. Notre ville, une petite communauté paisible nichée entre les collines verdoyantes, se transformait en un terrain de jeu mystérieux une fois la nuit tombée. Nous adorions particulièrement le centre-ville, avec ses bars illuminés et ses rues animées, un lieu parfait pour observer le monde adulte en miniature. Ce soir-là, nous avions enfourché nos vélos, roulant silencieusement sur les routes désertes, les éclats de rires échos dans la nuit. En arrivant sur la rue principale, nous avons fait quelques tours autour des bars, nous émerveillant de l'activité encore présente à cette heure tardive. Puis,
décidant de changer d'air, nous avons dirigé nos vélos vers un parking désert, un endroit habituel pour se poser et discuter. C'est Julien qui remarqua en premier la voiture. Une vieille berline noire, aux phares éteints, se glissait doucement dans le parking, se positionnant de manière étrange, face à nous. Le silence était palpable, et même nos rires se sont tus devant cette présence inattendue. Rémi, toujours le plus observateur, murmura que le conducteur semblait nous observer. Une tension subtile mais croissante s'installa. Échangeant des regards inquiets, nous avons instinctivement su qu'il était temps de partir. Nous avons sauté sur nos vélos et commencé à pédaler, quittant le parking pour retourner sur la rue principale. À notre grande surprise, la voiture a suivi. Les phares toujours éteints, elle se mouvait dans notre direction, maintenant une distance constante. Le cœur battant, nous avons accéléré, sentant la menace palpable derrière nous. C'était comme une ombre silencieuse, traquant notre mouvement. Le plan fut rapidement formé, nous allions nous réfugier chez moi, le plus proche des trois. Les minutes suivantes furent une course contre la peur, chaque coup de pédale résonnant comme un tambour de guerre dans le silence nocturne. Nous avons bifurqué dans ma rue, et la voiture, après un bref moment d'hésitation, a continué tout droit. Nous avons franchi la porte de la maison en haletant, accueillis par mon père qui, alerté par notre agitation, nous a rejoints dans le salon. Entre deux souffles, nous lui avons expliqué la situation. Mon père, sceptique mais préoccupé, a jeté un coup d'œil par la fenêtre. La rue était vide. « Restez ici », nous a-t-il ordonné, avant de sortir pour vérifier. Quelques minutes plus tard, il revint, rassurant, la voiture a dû partir. Vous avez bien fait de rentrer. La soirée aurait dû se terminer là, mais quelque chose dans l'air restait tendu. Mes amis ont décidé de rentrer chez eux, et après les avoir salués, je me suis retiré dans ma chambre, encore secoué. La maison était calme, mon père s'étant endormi après avoir regardé son film. Mais l'inquiétude me rongeait. Avais-je imaginé le danger? Était-ce simplement une coïncidence? Puis, au milieu de la nuit, un bruit me tira de mes pensées. Un clic métallique, suivi d'un grincement. Mon cœur s'arrêta un instant. Était-ce dans ma tête? Je me levai silencieusement et me glissai vers la fenêtre de ma chambre, surplombant le jardin arrière. Le jardin était plongé dans une obscurité opaque, les arbres projetant des ombres inquiétantes. Mais une lumière faible filtrait à travers les volets de la remise. C'était bizarre, très bizarre. Personne n'avait de raison de s'y rendre à cette heure. Je retournai dans le couloir, hésitant à réveiller mon père. Un autre bruit, plus net cette fois, résonna à travers la maison. Un cliquetis répété, comme si quelqu'un forçait une serrure. Je n'avais pas rêvé. Je pris mon courage à deux mains et me dirigeai vers la chambre de mon père, le réveillant en chuchotant pour ne pas alerter l'intrus potentiel. Mon père, à moitié endormi, m'écouta attentivement avant de se lever, l'expression grave. Nous descendîmes ensemble, lui armé d'une batte de baseball qu'il gardait pour de telles occasions. La tension était presque palpable, chaque pas semblait résonner dans la maison silencieuse. En atteignant la porte arrière, mon père alluma la lumière du jardin. Le spectacle qui nous attendait était à la fois banal et terrifiant. La porte de la remise était légèrement entrebâillée, et les outils semblaient avoir été déplacés. « Reste ici », ordonna-t-il, s'avançant prudemment vers la remise. Je le suivis de près, incapable de rester à l'intérieur avec cette incertitude. La lumière éclairait le jardin, mais la zone autour de la remise restait dans l'ombre. Mon père, tenant fermement la batte, ouvrit la porte d'un coup sec. La remise était vide. Rien d'autre que nos outils habituels et les vieux cartons empilés. Mais l'ambiance restait lourde, oppressante. C'est alors que nous remarquâmes les marques sur la serrure de la porte. Des rayures profondes, comme si quelqu'un avait tenté de la forcer. Le cliquetis que j'avais entendu plus tôt faisait maintenant sens. Il y a quelqu'un, murmurai-je, plus pour moi-même que pour mon père. Ce dernier fit un tour rapide du jardin, vérifiant chaque recoin, chaque ombre, mais sans résultat. Nous retournâmes à l'intérieur, mon père verrouillant soigneusement la porte derrière nous. « Je vais rester éveillé », déclara-t-il. « Si quelqu'un essaie de revenir, je serai prêt. » Je hochai la tête, encore sous le choc. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. Qui était cette personne? Était-ce le conducteur de la voiture? Pourquoi nous suivait-il? Tant de questions sans réponse, qui me tenaient éveillé bien après que mon père se soit installé dans le salon. Le matin suivant, la police fut appelée. Un agent prit nos dépositions,
notant les détails de la nuit précédente. Ils promirent de patrouiller dans le quartier plus fréquemment, mais il n'y avait pas grand-chose à faire sans preuve concrète. L'ombre de la nuit précédente plana sur ma journée, un rappel constant du danger latent. Les semaines passèrent, et bien que je n'ai plus jamais revu cette voiture ou ce mystérieux inconnu, je ne pouvais me débarrasser de la sensation d'être observé. Les nuits étaient plus longues, plus sombres, chaque bruit devenant une alarme. Le monde extérieur, autrefois un terrain de jeu innocent, était désormais teinté de menaces. Ce sentiment de vulnérabilité ne me quitta jamais vraiment, et chaque fois que je traversais cette rue en vélo, je me souvenais de cette nuit étrange et terrifiante. L'expérience m'avait changé, m'avait montré que même dans les endroits les plus familiers, des dangers inconnus pouvaient se cacher. Et bien que la vie reprit son cours, une part de moi resta toujours en alerte, prête à affronter les ombres qui pourraient ressurgir de nulle part. Vous avez fait preuve d'un véritable courage pour en arriver jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de terreur. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.